La parole est dans la salle. Donc, vous vous présenterez, s'il vous plaît, et puis vous serez très bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Bien, bonjour à tous, je me présente, je suis Ager, je suis professeur à l'Université de Carthage, je suis membre de la Commission de droit international de l'Union africaine. Je prends la parole tout d'abord pour remercier tous les intervenants pour la haute qualité de leurs interventions. Nous avons de très grandes hautes personnalités éminentes du droit international, du droit pénal international. Moi-même, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, ce matin. Je prends la parole, je voudrais ajouter quelques nuances à ce que je venais d'écouter. Je ne vais pas évoquer la question de la clause d'immunité, le fameux protocole de Malabo et son article 46A bis, parce que je vais en parler l'après-midi, donc ça fait partie de mon intervention, mais je voulais juste dire que par rapport à ce que je venais de dire, oui, la justice de la Cour pénale internationale est sélective, oui, elle est politisée, oui, elle est instrumentalisée, oui, elle est lente, oui, elle est une justice à la carte, une justice pratiquement avec un fort penchant sélectif sur le continent africain, on dit même à double vitesse, sauf que il faut nuancer, il faut apporter des nuances. Les deux derniers intervenants nous disaient que il ne faut pas oublier que l'entrée en vigueur du statut d'ACP, c'était grâce à une majorité d'États africains. Ils sont au nombre de 34, et ça fait le 1/4 des 123 États partis au statut de Rome. Il ne faut pas oublier que la majorité des affaires devant la CPI ont été déférées par les pays africains eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que, outre les pays africains, il y a quand même aujourd'hui des choses en cours. Il y a des examens préliminaires qui concernent la Géorgie, qui concernent la Palestine, la Colombie, l'Honduras, Myanmar, l'Irak, Palestine, l'Ukraine, et donc donnons un peu. On ne peut pas quand même juger la CPI en 16 ans d'existence, il faudra lui donner le temps qu'il faut pour ne plus l'accabler d'un fort penchant africain. Quatrième chose, il ne faut pas oublier ça, je ne l'ai pas entendu, que cette Cour pénale internationale, malheureusement, elle est complètement verrouillée par la première puissance mondiale, les États-Unis. Les États-Unis, comme vous le savez tous, depuis 2001, ils vont adopter le American Service Members Protection Act, qui va carrément verrouiller tout le système de la justice pénale internationale. Ils vont faire des conventions bilatérales avec la majorité des États du monde pour immuniser leurs soldats de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, et j'en passe. Et ça, personne n'en parle et rien ne leur est reproché. Quid de la Russie, de la Chine, d'Israël, du Japon, de l'Inde? Tous ces pays-là s'opposent carrément radicalement à la CPI, et les médias ne se focalisent que sur le continent africain, sur la controverse africaine. Je veux juste terminer pour dire où est la Cour pénale internationale dans tout ça, où est le statut de Rome par rapport à société privée de guerre, monsieur le professeur vient de le dire, armes nucléaires, la cybercriminalité, la cyberguerre, les questions de robotisation, les drones qui vont voler des kilomètres et qui vont vous faire tous les crimes confondus en quelques secondes. Des crimes internationaux, on en voit tous les jours sur les écrans TV de nos journaux, et pourtant la CPI ne fait rien, et le statut de Rome semble dépasser carrément. Et donc de quelle justice parle-t-on lorsque, madame la professeure l'a dit, les imprégnations politiques, géostratégiques l'emportent sur le juridique, sur les exigences juridiques, sur les grandes valeurs que nous avons tous connues et nous connaissons toujours, que nous défendrons, à savoir la justice, la paix, la sécurité et l'humanité. Je vous remercie. Professeur Akanji Kombe, Université Paris 1, je vous remercie infiniment pour tous les éclairages que vous avez apportés. Je voudrais mettre sur la table de nos réflexions et de nos échanges la réflexion que je me suis faite lorsque j'ai écouté ma collègue Ubeda Assaya. J'ai entendu votre position personnelle et raisonnée sur la question de l'inopposabilité des immunités, et vous avez dit aussi que vous entendiez les critiques qui sont opérées à partir de l'Afrique à l'égard de cette règle-là, et que vous les entendiez notamment à partir de la raison d'être des immunités en droit international. Et ma réflexion était de savoir si on peut aujourd'hui, en 2018, penser
cette raison d'être des immunités de la même manière, penser l'incarnation de l'État à travers une seule personne, dans un monde et dans un temps où le droit international lui-même intègre la règle de la démocratie et du respect de la Constitution parmi les normes, ou partie des normes internationales, et que, par référence à ces normes internes à caractère constitutionnel, l'État, la continuité de l'État, est assurée au plan institutionnel dans nos constitutions africaines. Si le président meurt, l'État ne meurt pas avec lui. Il y a des cas. Bon, je voudrais simplement poser cette question-là. Sans doute que nous y reviendrons cet après-midi, puisque la question des immunités va nous occuper beaucoup. Mais il y a, me semble-t-il, lieu de réfléchir plus avant. Je suis un fervent partisan de la règle de l'inopposabilité de l'immunité, parce que je crois que c'est un verrou en Afrique. Et que si ce verrou se maintient, nous aurons une illusion de justice internationale. Bonjour, Christine Théodore, expert à la Cour d'appel de Paris. Je suis spécialiste des migrants et je rayonne en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest depuis 2003. Je voulais parler peut-être d'une échelle plus micro, c'est-à-dire que j'ai souvent affaire, et là par exemple la fille d'un garde du corps d'un certain pays, sur un traumatisme de type 2, c'est-à-dire la plainte vient se déposer à la cour d'appel, échappe à la cour d'appel internationale, mais le premier trauma relève probablement de la cour d'appel internationale. Qu'en est-il de l'articulation? Alors peut-être ce sera dans la deuxième table ronde, je suis un peu à cheval, mais on est plutôt à une échelle de comment on articule au fond une plainte qui passe par la cour d'appel de Paris, mais qui relève de mon point de vue dans ses fondements, c'est-à-dire un psychotrauma qui démarre dans des soucis liés au droit international dans un premier temps. Comment est-ce qu'on fait circuler cette plainte? Alors, je suis journaliste amateur, je m'appelle Raphaël Berland, je suis journaliste citoyen et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Ghislain Mabanga qui on a dit qu'effectivement pour avoir de la paix il faut de la justice, mais pour avoir de la justice il faut de la vérité. Et bien décrire les situations, ça fait partie d'un préalable pour solutionner les situations de crise. Et on a parlé notamment de la crise en Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire même, on peut dire, et de celle en Libye. Pour moi, c'est vrai qu'on juge un arbre à ses fruits, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir autant d'espoir que dans cette salle, mais tant mieux, c'est de la démocratie, tous les avis s'expriment, et tant mieux. Moi j'ai cru voir, entendre que Mediapart avait révélé qu'il y avait eu des échanges de mails entre Ocampo, le procureur de la CPI, le Quai d'Orsay, donc les affaires étrangères françaises, le gouvernement français, et Ouattara, celui qui a remplacé Gbagbo, avant même le transfert de Ouattara à la CPI. Pardon, vous m'avez rectifié. Vous avez compris. Et également, il me semble que le moment où Gbagbo a été transféré à la CPI, la Côte d'Ivoire n'avait pas complètement ratifié les statuts de Rome. Le transfert me semble illégal au regard même des statuts de la CPI. Quand on a parlé également de la Libye, comme quoi le Conseil de sécurité avait autorisé l'intervention, c'est pas tout à fait exactement ce qui s'est passé à mon sens. Il y a eu une autorisation d'une zone d'exclusion aérienne, mais il n'y a pas eu du tout une autorisation de renverser et de tuer Kadhafi. Donc sur ces deux exemples majeurs, la Côte d'Ivoire et la Libye, il me semble que la CPI a fait preuve d'injustice, et non pas de justice. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens, en Côte d'Ivoire mais aussi ailleurs, qui attendent le jugement de procès Gbagbo, et que de ce jugement découlera une confiance potentielle en la CPI ou non. Parce que beaucoup de gens estiment, à avoir raison, que Laurent Gbagbo devrait être libéré, puisque quasiment l'intégralité des citoyens qui ont témoigné à la Cour ont finalement témoigné, leur témoignage s'est révélé plutôt à décharge, alors qu'ils étaient appelés par l'accusation. Donc moi ma question c'est comment la CPI va pouvoir se sortir par le haut de ce procès de Gbagbo, parce que ça fait quand même 8 ans que l'ancien président ivoirien est emprisonné en fait en préventive, donc même au regard du droit, des standards européens par rapport à la justice, c'est extrêmement long, 8 ans de préventive. Et encore une fois, au regard du droit ivoirien,
par rapport à la crise électorale, il n'aurait jamais dû être arrêté, extradé comme ça a été le cas, mais il aurait dû avoir un recomptage des voix, selon le Conseil, par le Conseil constitutionnel ivoirien. Et donc on a eu une crise là où le droit ivoirien a complètement été piétiné. Et à mon sens, hein, c'est encore malheureusement un exemple de la France-Afrique qui s'est exprimé là. Et donc d'une injustice, et donc le contraire de ce qu'on attend dans ces pays. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? J'aimerais avoir votre ressenti. Voilà, merci beaucoup. La professeure me dit ça fait une très longue question, mais on va essayer d'y répondre. Donc, ils sont là pour ce travail, ils vont y répondre. Donc, on va prendre peut-être une dernière question, comme ça, on va donner la parole aux panélistes. Merci beaucoup pour la question. Allez-y. Bonjour, merci. Je m'appelle Amédi Camara, je suis doctorant en droit public à l'Université Paris 11. J'ai une question pour le professeur Bida Sayar. Alors, vous êtes revenu sur la question des immunités, notamment dans le cadre de l'affaire Omar al-Bashir. Sauf que je pense qu'il y a un élément qui n'a pas été abordé, c'est la qualité de l'état tiers du Soudan au statut de Rome. Du coup, je voulais savoir si effectivement, étant donné que le Soudan n'est pas parti au statut de Rome, si on pouvait effectivement lui opposer le rejet de l'immunité d'Omar al-Bashir. Et cela me fait d'ailleurs penser à un argument qui a été avancé par le juge Marc Perrin de Bréchambault dans son opinion dissidente, qui s'était fondée sur la convention sur le génocide, convention à laquelle est parti le Soudan, pour opposer le rejet de l'immunité d'Omar al-Bashir. Est-ce que vous pensez que c'est un argument pertinent ou pas? Sincèrement, je suis très partagé, donc je n'ai pas d'opinion sur la question. Allez, je passe la parole à professeur. Alors, dans l'ordre, d'abord, sur les deux points soulevés par ma collègue Madame Geldish, sur les accords bilatéraux d'immunité, c'est comme ça qu'on les appelle dans leur petit nom, hein, que les États-Unis essayent de conclure avec un maximum d'États pour éviter que leurs militaires, si jamais ils étaient suspectés de crimes de guerre, puissent être sortis du pays, partis au statut de Rome, avant que ce pays décide l'arrestation et l'éventuel transfert à la Cour. Je ne suis pas sûre. Alors, vous l'avez présenté comme vraiment ce qui empêche la Cour de fonctionner. Je ne sais pas si c'est ce qui empêche la Cour de fonctionner. En tout cas, c'est un problème. C'est un problème qui se pose. Alors, les États-Unis sont tiers, donc rien ne les empêche. Alors, on pourrait toujours extrapoler l'obligation de ne pas porter atteinte à un traité dont on a participé à la négociation, même si on ne l'a pas ratifié. Donc ça, je vous renvoie à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Bon, ça me paraît un petit peu compliqué quand même d'en déduire des obligations fermes pour les États-Unis. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est quand même examiner la responsabilité des États parties qui concluent ce genre d'accord qui vide de sa substance, effectivement, un grand nombre de dispositions du statut de Rome. Et donc c'est plutôt sur ce terrain-là qu'on peut essayer de trouver une solution, c'est-à-dire la responsabilité internationale de l'État signataire d'un accord bilatéral d'immunité, alors même qu'il serait parti au statut de Rome. Ça, c'est le premier élément de réponse. Vous parliez de la compétence matérielle assez restreinte de la Cour. Moi, je suis partisane. Je me suis prononcée l'année dernière déjà dans un colloque là-dessus. Moi, je trouve que qui trop embrasse mal étreint, comme on le dit, un vieil adage français. Je trouve que la Cour a déjà bien du mal avec ces trois incriminations principales. Rajouter l'agression, c'était déjà compliqué. Alors étendre davantage sa compétence matérielle, personnellement, je n'y suis pas favorable, puisque la Cour est complémentaire et qu'elle ne doit se prononcer que sur les atteintes les plus graves à l'ordre public international. Donc normalement, c'est aux juges nationaux de faire le job en premier lieu. Une question d'ailleurs qui a été posée là-dessus, mais c'est mon président qui va y répondre. En revanche, sur les modalités de commission de certains crimes, vous avez parlé des drones, ça m'intéresse beaucoup, les armes létales autonomes, les robots tueurs, etc. Ça peut très bien être appréhendé par la Cour au regard de la définition des crimes de guerre. Si on commet un crime de guerre avec un drone, c'est quand même un crime de guerre. Donc ça, la Cour pourra très bien, et d'ailleurs en Afghanistan, je pense que la Cour, si jamais la situation arrive in fine, la Cour devra de toute façon, d'ailleurs, elle arrive in fine d'ailleurs, non ? C'est ça, elle va arriver. Bon, donc voilà, ça c'est pour les drones. Alors, sur les immunités, donc deux questions de mon collègue, le professeur Akanji Kombe et monsieur qui est doctorant, sur les immunités. Alors, comprenons-nous bien, j'ai dit que j'entendais politiquement la complexité qu'il y a à
écarter d'un revers de la main en un siècle ce que la Cour internationale de justice a qualifié elle-même dans l'arrêt 86 d'édifice patiemment construit tout au long de l'humanité et qui a permis des relations plus pacifiées, pas complètement pacifiques évidemment, mais en tout cas plus pacifiées que si elles n'existaient pas. Donc l'institution juridique des immunités, elle est sacrée en droit international parce que sans elle, évidemment, ça serait le chaos. Et donc, il est compliqué. Et sur la règle juridique, je rejoins évidemment mon collègue, je suis intimement convaincue, comme vous, que les immunités doivent être inopposables en cas de grands crimes internationaux jugés par une cour pénale internationale, parce que l'obstacle de l'égalité souveraine ne vaut plus, et que surtout, la CPI, sa raison d'être, c'est quand même de juger des hauts responsables en exercice. Parce que sinon, on peut se passer de la CPI. Hein. Sinon, on a la compétence universelle, on a les codes pénaux nationaux, et on peut juger les dignitaires déchus ou qui ont terminé leur mandat au plan national. Donc, et c'est le vrai problème, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, selon moi, c'est le vrai problème auquel doit faire face la Cour, c'est que sa raison d'être même, pour l'instant, elle est bafouée. Parce que dans les affaires où elle devrait juger des hauts responsables en exercice, eh bien, elle n'y parvient pas in concreto. Donc, là-dessus, nous sommes d'accord. Alors, sur les immunités Soudan. Sur les immunités Soudan, je n'en ai pas parlé, oui, j'ai vite, parce que déjà j'étais super en retard dans le temps de parole, mais la question est la suivante. Est-ce que la résolution 1593, qui ne mentionne pas expressément la levée de l'immunité du président du Soudan en exercice, entraîne ipso facto cette levée d'immunité? Primo, le Conseil de sécurité, moi je suis de la vieille école, j'ai été formée par Alain Pelé, donc je suis de la vieille école, je pense que le Conseil de sécurité peut tout. Parce que le bien juridique suprême, c'est le maintien de la paix, n'en déplaise aux gens qui veulent conditionner le droit de veto. Le bien juridique suprême de la communauté internationale, celui sur lequel est fondé le système de sécurité collective et le nouvel ordre mondial de 45, qu'on peut critiquer, hein, mais pour l'instant on est sous l'empire de cet ordre-là, c'est le chapitre 7, et la responsabilité principale du maintien de la paix, c'est le Conseil de sécurité qui l'a. Alors, on peut critiquer les 5 personnes, enfin les 5 titulaires du droit de veto, on peut critiquer le fonctionnement du chapitre 7, on peut critiquer la Syrie, la Libye, etc., mais il n'empêche que le droit positif, c'est celui-là. Et il faut faire avec. Alors, le Conseil de sécurité peut tout. Donc, il peut, et c'est prévu par le statut de Rome, donc ça a été entériné par les États africains, notamment, mais tous ceux qui ont ratifié le statut de Rome. Au titre du chapitre 7, il peut déférer une situation à la Cour parce qu'elle constitue une menace contre la paix, une rupture de la paix ou une guerre d'agression. C'est du chapitre 7 classique. Je rappelle qu'au titre du chapitre 7, il a même créé des tribunaux pénaux internationaux. Hein. Donc, a fortiori, il peut simplement déférer une situation à une juridiction existante. Alors, la vraie question, c'est non pas... C'est un État tiers, puisque là, c'est réglé, hein. État tiers ou pas, la situation peut être déférée à la Cour. La vraie question, c'est, comme la résolution 1593 n'a pas expressément une clause qui mentionne qu'on écarte l'immunité d'Omar al-Bashir, est-ce qu'il faut l'écarter? C'est ça la vraie question. Et là encore, moi j'en reviens à la Convention de Vienne, vous savez, les bons basiques. Hein. Même si le droit international public évolue, je suis d'accord avec mon collègue, mais je crois qu'il y a les aspirations d'évolution, et quel droit international public? Est-ce que tout le monde a la même vision du droit international public? Est-ce que les chercheurs ont la même vision que les praticiens de la CPI, qui auraient eux-mêmes la même vision que la Cour européenne de Strasbourg, qui auraient la même vision que certains chefs d'État d'Afrique ou d'ailleurs, hein? Je pense que voilà, l'interprétation du droit international public, elle est extrêmement relative, bien sûr, et subjective. Mais donc, si on s'en réfère à la Convention de Vienne, principe de l'effet utile, si le Conseil de sécurité défère une situation qu'il estime être une menace contre la paix, une situation de crime grave, donc des crimes qui sont nécessairement commis avec au moins la complicité de l'appareil d'État, puisque crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, c'est ce qu'on appelle de la criminalité administrative. Elle ne peut pas se déployer sans la complicité, voire plus probable, l'instigation des hauts responsables au pouvoir. Et donc là, la question c'est l'effet utile. Si on interprète la résolution 1593 de manière restrictive, cette résolution n'a pas lieu d'être, elle sert à rien. Pourquoi déférer une situation à la Cour pénale internationale si la Cour pénale internationale ne peut pas enquêter sur les principaux commanditaires des crimes commis? Ça sert à rien. Alors, on peut l'interpréter comme ça, hein.
Et on peut dire, c'est la preuve du cynisme du Conseil de sécurité. Il fait semblant de faire quelque chose, mais en fait, il fait rien. Pourquoi pas? Moi, je ne l'interprète pas comme ça. Et la plupart des mémoires d'Amicus Curiae, d'ailleurs, ne l'interprètent pas comme ça non plus. Je ne sais pas si vous les avez lus, hein, dans la situation Jordanie, en attente de l'arrêt de la Chambre d'appel. Voilà, la plupart des mémoires, alors sauf évidemment ceux de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, etc., mais sinon la plupart des mémoires, et notamment des mémoires des profs de droit international, qui n'ont donc pas de parti pris politique, on va dire, dans l'affaire, interprètent la résolution 493 comme non problématique. En revanche, et c'est là que je reviens sur votre réflexion, chers collègues, en revanche, il y a certains mémoires qui reconnaissent que c'est compliqué pour un État parti au statut de Rome d'inviter chez lui à un sommet diplomatique Omar al-Bashir et de l'arrêter. C'est compliqué, diplomatiquement et politiquement. Et donc, certains de ces mémoires, notamment le mémoire de ma collègue Fanny Lafontaine, Canada, qui a la clinique de droit international pénal au Canada, à Montréal, elle propose qu'une immunité fonctionnelle pour les sommets internationaux soit accordée de manière ponctuelle au président al-Bashir. Pour éviter justement de mettre l'État parti au statut de Rome coincé entre le marteau et l'enclume. J'arrête, mais si j'arrête, ça fait désordre au plan de ma diplomatie et de ma politique extérieure. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je laisse le président répondre aux autres questions. Si je peux juste compléter sur cette question. Je dois rappeler que ces questions qui sont abordées maintenant ont fait l'objet de déterminations de la Cour. Si je reviens un peu historiquement sur les aspects que vous évoquez, c'était la visite d'Omar el-Béchir en juin 2015 en Afrique du Sud. Alors, donc on était sous administration de Zuma, qui est sud-africaine, qui était président de la commission, qui avait organisé le sommet de l'Union africaine de juin à Johannesburg. Alors, donc l'Union africaine avait écrit une note garantissant l'immunité de certaines délégations et de certaines organisations internationales. C'est une pratique courante dans les organisations internationales. Alors, donc dans la presse, la Cour avait été informée qu'Omar el-Béchir allait se rendre incessamment à Johannesburg pour participer au sommet de l'Union africaine. Et la Chambre a demandé au greffe de notifier l'Afrique du Sud l'exécution du mandat d'arrêt et le rappeler son obligation d'arrêter Omar el-Béchir et de rendre à la Cour. Mais durant la même période, la société civile sud-africaine avait saisi le juge sud-africain, lui demandant d'arrêter Omar el-Béchir si jamais il devait venir en Afrique du Sud. Rappelons que dans le passé, l'Afrique du Sud avait dit à Omar el-Béchir: j'ai des obligations qui m'imposent que lorsque vous vous rendrez sur mon territoire, je vous arrêterai et je vous enverrai à la Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, lorsque le greffe a notifié cette décision de la Chambre, le conseiller diplomatique de l'Afrique du Sud à La Haye a immédiatement demandé à rencontrer les autorités de la Cour. Donc, une rencontre qui s'était passée en présence du juge Tafousseur, du bureau du procureur et du greffe. Et durant la rencontre, le conseiller diplomatique a dit: voilà, nous nous engageons dans une consultation étant entendu que je n'ai pas le pouvoir décisionnel, ça doit être la capitale qui doit prendre la décision. Alors, ce que le juge Tafousseur avait dit, il a dit: sur ces questions-là, la Chambre s'est largement prononcée au point qu'il n'y a plus rien à discuter. Il faut arrêter Omar el-Béchir et le remettre à la Cour. Alors, donc, sur le plan contentieux, l'Afrique du Sud avait dit que j'étais tenu d'une obligation conventionnelle qui m'empêchait d'arrêter Omar el-Béchir. Alors, le fondement de cette obligation, il était où? D'abord, l'acte de l'Union africaine qui avait été envoyé pour dire que s'il y a des représentants qui venaient se présenter au sommet, ces représentants allaient avoir l'immunité. Sauf que, dans le document de l'Union africaine, il n'y a aucune référence au chef d'État. Donc la Chambre a dit que ce document ne pouvait pas garantir l'immunité à Omar el-Béchir parce que de toute façon, ce document ne fait pas référence à une quelconque immunité d'un chef d'État. Ce document faisait référence à des représentants diplomatiques, d'organisations, etc. Alors, l'autre argument que l'Afrique du Sud a évoqué, c'est de dire que nous sommes dans un processus de consultation et que de toute façon, la consultation n'est pas finie. Et le juge a dit: sur la question de la consultation, il ne s'agit pas d'une question diplomatique ou politique. C'est une question juridique.
Alors, et que de toute façon, c'est à la Chambre de déterminer si la consultation doit se poursuivre ou pas, ce n'est pas à l'État de décider. Alors, le troisième élément que l'Afrique du Sud avait invoqué, c'était de dire que j'étais tenu d'une obligation envers le Soudan, qui est un État tiers. Donc, il n'est pas tenu d'une obligation suivant la position de l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que la Chambre a dit? La Chambre a procédé à une interprétation de l'article 27 et l'a lié à l'article 98. Alors, ce que dit l'article 97, la Chambre a dit que le défaut de pertinence de la qualité officielle, ça veut dire que l'immunité ne s'applique pas sur les crimes internationaux, qu'elle soit considérée du point de vue vertical, entre États, ou du point de vue horizontal. Alors, et l'autre élément, la Chambre a dit que même en tant qu'État parti, si cette immunité-là devait être invoquée, elle ne s'applique pas, parce qu'en étant État parti, l'État a renoncé à cette immunité. Alors que le deuxième élément par rapport au Soudan, la Chambre a dit que la résolution que vous avez évoquée, la résolution 1593, en déférant la situation du Soudan à la Cour pénale internationale, imposait une obligation de coopérer à la Cour. Et que par conséquent, cette obligation-là s'applique au Soudan qui se trouve être dans la même situation comme un État parti s'agissant de l'obligation de coopérer. Par conséquent, il n'y a aucune immunité qui s'applique. Voilà l'état de la jurisprudence de la Cour sur cette question des immunités. Voilà, alors je vais peut-être répondre rapidement à quelques questions, enfin 2 questions. Je vais aller très vite. S'agissant des États au fait, qui essayent d'interférer dans le cours de la procédure pénale internationale, et ça je le dis, il y a un livre qui vient de sortir là, je crois qu'avec Jean Baptiste, sur l'Afrique et la justice pénale internationale. J'ai écrit un article sur voilà, le droit international saisi par la politique. J'ai dit en substance la chose suivante, que tous les États, quels qu'ils soient, que ce soit les grandes puissances, que ce soit les États africains, et je l'ai vécu même en tant que praticien du droit, tous ces États ont cherché et cherchent à interférer sur le cours de la justice pénale internationale. J'ai cité un certain nombre de sources où on voit par exemple Madeleine Albright qui essaie de faire des pressions sur Carla Del Ponte pour lui dire de ne pas de décélérer un peu, de lever les pieds lorsqu'elle s'apprêtait à lancer un mandat contre Slobodan Milosevic. J'ai cité un certain nombre de sources qui font état du passage de Luis Moreno Campo ici en France, où il lui est dit clairement de ne pas mener aucune action d'envergure sans se concerter avec la France. Mais j'ai vu également d'autres pays africains, tels que la République démocratique du Congo, dont un certain nombre de témoins détenus avaient été transférés à la Cour pénale internationale et qui avaient déposé l'asile au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau des Pays-Bas. Et donc, du coup, on ne pouvait plus rentrer en République démocratique du Congo sans que la procédure d'asile, qui pouvait prendre plusieurs mois et qui concrètement a pris 4 ans, et donc cela a créé des frictions entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, et la RDC a fait des pressions, a multiplié les pressions pour obtenir le renvoi de toutes ces personnes en République démocratique du Congo en vertu du principe, en dépit du fait que les procédures se poursuivaient. Elle a menacé de ne plus coopérer avec la Cour pénale internationale. Et donc, du coup, les pressions, il y en a. Les interférences, il y en a. Tout est question maintenant de voir dans quelle mesure les juges arrivent à répondre à ces différentes pressions. Alors, dans le cas de la République démocratique du Congo, je dois saluer la courageuse décision de la Chambre de première instance 2, qui était présidée par le juge Bruno Cotte, et qui ont dit, les juges ont dit qu'à partir du moment où ces personnes avaient déposé une demande d'asile, on ne pouvait plus les renvoyer dans leur pays d'origine, en dépit des pressions exercées à l'époque par la Cour pénale internationale. Je terminerai par la question de notre ami les journalistes, s'agissant de la Côte d'Ivoire. Je veux parler sur le droit constitutionnel ivoirien. C'est vrai que Laurent Gbagbo a été déclaré chef d'État par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas de cela que la Cour pénale internationale a été saisie. Lorsque la Cour pénale est saisie, ce n'est pas pour dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais c'est pour voir si les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale ont été commis. Et ces crimes peuvent être commis aussi bien par le chef de l'État en fonction que par des rebelles, etc. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé, et à partir du moment où la Côte d'Ivoire, qui à l'époque n'était pas encore
État partie au statut de Rome, mais qui avait fait une déclaration de compétences prévue à l'article 12. Et donc, c'est ce qui a fait que Laurent Gbagbo a été, enfin en tout cas le mandat d'arrêt a été lancé et il a été, disons, livré à la cour. Mais c'est vrai que les malaises persistent, parce que tous les rapports font état des violations graves des droits de l'homme dans les deux camps. Et aujourd'hui, peut-être que notre ami Aziz est mieux placé pour répondre. Voilà, le fait qu'aujourd'hui que le procureur n'arrive pas à exercer des poursuites contre le camp Ouattara crée un petit peu de malaise. Alors, mais c'est vrai aussi qu'on peut se dire, est-ce que, parce que le problème principal des juridictions pénales internationales, c'est l'absence d'une force de police, au fait, qui fait qu'elles sont dépendantes des États, de la coopération des États. Est-ce que le procureur peut ignorer cette réalité au risque de s'aborder même son action? Voilà la question que je pose. Merci. Monsieur le Président, juste pour dire un mot, je voudrais quand même souligner qu'il y a quelques omissions dans toute la présentation qui est faite de la question de l'immunité telle qu'interprétée par la Cour pénale internationale et les oppositions qui ont été faites par l'Union africaine. Je rappelle qu'en 2000, la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, je rappelle l'organe judiciaire principal des Nations Unies, c'est-à-dire la plus haute juridiction internationale qui est comptable du droit international public. Cette Cour a bien confirmé l'immunité des chefs d'État, sans rature. Et la position de l'Afrique du Sud, telle qu'elle est présentée, il y a des omissions. Parce que l'Afrique du Sud, dans la discussion avec la Cour pénale internationale, a quand même demandé qu'il y ait une règle coutumière qui me lie également. Et l'Afrique du Sud, en cela corroboré par l'Union africaine, a souhaité que les Nations Unies, dans lesquelles le Conseil de sécurité est l'organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, que les Nations Unies sollicitent un avis consultatif de la Cour internationale de justice pour que la question de l'immunité soit réglée au moins sur le plan du droit international public, au regard des règles spéciales de la Cour pénale internationale. Parce que la question qui se pose, c'est que la Cour pénale internationale ne reconnaît pas de qualité officielle. C'est ce que dit la règle. Alors il faudrait parfois éviter une escroquerie à la norme. Ne reconnaît pas de qualité officielle. Est-ce pour autant que le statut ne reconnaît pas expresso verbis l'immunité coutumière du chef d'État? Parce que dans l'affaire du Soudan, il n'y a pas que le président Bachir. Il y a d'autres personnes également qui ont participé à la commission de ces crimes qui peuvent être jugés par la Cour pénale internationale. Il n'y a pas que le président Bachir. Dans l'affaire de la Libye, il n'y a pas que le président Kadhafi qui aurait pu faire l'objet d'un mandat. Donc, cette question de l'immunité, comme je l'ai évoqué, je pense qu'au niveau africain, et je remercie l'intervention de ma collègue de la Commission du droit international de l'Union africaine, je pense que l'Union africaine aura également intérêt à réfléchir au regard de la jurisprudence sur le mandat d'arrêt, qui est une position ferme de la Cour internationale de justice, sauf à imaginer qu'il y aurait une forme de hiérarchie entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice et qu'il faut minorer la position de la Cour internationale de justice, ce qui relèverait d'un droit international imaginaire pour l'instant. Je crois que sur cette question, et je souscris à ce que ma collègue Ubeda a dit, qu'elle entendait la position d'Astère. Parce que le Conseil de sécurité, la question est toujours sur la table. Le Conseil de sécurité est resté silencieux. L'affaire a été déférée à l'Assemblée des États partis au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'a pas pris la peine. Il aurait pu prendre une résolution disant, clarifiant sa position. Le Conseil de sécurité l'a rien fait. Donc jusque-là, nous avons des interprétations qui s'amoncellent, mais où est la vérité du droit? Parce que la question de l'immunité, elle est importante. Nous allons en débattre cet après-midi et je ne voudrais pas aller plus loin. Je vous remercie, monsieur le Président. Je me permets juste de réagir, chers collègues. Oui, la Cour internationale de justice, dans l'affaire Yerodia, elle dit bien que les immunités de juridiction et d'exécution sont opposables
à un juge national étranger, parce que ça respecte la souveraineté, l'égale souveraineté, donc on est dans de la coopération horizontale. Et les prétentions d'un État de juger un chef d'État étranger sont évidemment irrecevables, parce que ça serait une atteinte au maintien de la paix internationale. En revanche, justement, la Cour, elle laisse ouverte la possibilité pour une cour internationale, donc située dans une perspective verticale, de juger le chef d'État. Et si le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé, je pense que, outre sans doute un certain défaut de volonté politique, et c'est un euphémisme, je pense que c'est parce que le Conseil de sécurité, il n'est pas gardien de la licéité internationale, in fine. Il est gardien du maintien de la paix. Et entre le respect du droit et le respect de la paix, il y a des liens, évidemment, encore heureux, hein, mais il y a aussi une certaine distance. Et donc, dès que le Conseil de sécurité peut se désengager d'une affaire parce que c'est un problème de respect du droit qui se pose, eh bien, il s'enlève les mains, il fait comme d'autres illustres prédécesseurs avant lui, et il se retire de l'affaire. Mais donc, pour moi, Hérodien, ça ne remet absolument pas en cause la règle de l'inopposabilité de l'immunité des chefs d'État en exercice et autres. Hein, vous avez raison de souligner qu'il y en a bien d'autres à juger, hein, il n'y a pas qu'Al-Bachir, bien sûr, devant la CPI. Hein. Merci beaucoup. Chers collègues, ça me rappelle cette phrase: le droit et la politique ne sont pas nés sœurs. Quand la politique rentre dans le prétoire, le droit sort par les fenêtres pour s'envoler dans les ciels. Donc, comme ça, on va s'arrêter ici pour reprendre cet après-midi. Je vous remercie de votre attention.